Décider de vivre ses rêves, c'est souvent décider de vivre dangereusement. Françoise Legrand et Marc Verrière l'ont découvert depuis 4 ans. Cette idée d'un orchestre qui réunit des musiciens des principales formations philharmoniques du monde pour un événement unique est une aventure permanente. Chaque année, un nouveau pays, une nouvelle organisation, un nouveau financement, une nouvelle naissance. Cette année, après Stockholm, Rio et Tokyo, c'est à Montréal qu'on vient se mettre au diapason. Pour les 2 fondateurs de l'Orchestre philharmonique du monde, Marc Verrière et Françoise Legrand, le concert de Montréal est l'aboutissement d'un rêve encore plus fou que celui de constituer un orchestre mondial l'espace d'un concert. Cette année, 3 chœurs en provenance de Moscou, Genève et San Francisco viennent s'ajouter en direct par satellite à l'orchestre pour interpréter le 4e mouvement de la 9e symphonie de Beethoven. Ce que tente Françoise Legrand, qui assume exceptionnellement la direction de son orchestre, c'est une première mondiale qui pose des problèmes majeurs. Genève, ici la Société Radio-Canada Montréal, Genève, vous m'entendez? D'accord, oui, je vois. Genève, c'est parfait. Radio-Canada accepte de participer à cette aventure en tant que diffuseur officiel du concert. Nous, dans l'unité mobile, ce qu'on essaie de faire ce matin, c'est de réunir tout ce beau monde-là ensemble et faire qu'à un moment donné, tout le monde chante en même temps. Le problème, c'est qu'on passe par satellite. Donc, un son ou une image qui part d'ici, qui monte au satellite, ça prend un quart de seconde. Pour redescendre à San Francisco, Genève ou Moscou, ça prend un autre quart de seconde. Ça veut dire... une demi-seconde de décalage. Voilà, une demi-seconde de décalage. Alors, les chanteurs à Genève, à San Francisco et à Moscou ce matin, notre chef de chœur est obligé de les diriger une demi-seconde d'avance, de telle façon que eux là-bas chantent une demi-seconde d'avance. Leur son monte au satellite et redescend ici et tombe en parfait synchronisme avec les chanteurs qui sont ici, qui n'ont pas de délai eux autres. Alors, tout le but de l'exercice, c'est ça. Est-ce que ça a déjà été fait auparavant? C'est une première mondiale, ça ne s'est jamais fait. Les gens vont nous dire, ben oui, dans Live Aid, Mick Jagger chantait avec Tina Turner. Ils ne chantaient pas ensemble, ils se répondaient. Comme le temps satellite coûte extrêmement cher, l'orchestre ne dispose que de 3 répétitions d'1 heure chacune pour mettre au point une façon de faire qui fasse de ce concert un succès technique autant que musical. Le pari technique est loin d'être gagné. 2 jours avant le concert, autre tentative de synchronisation des 3 chœurs. Aucun chef international, ça je pense peut-être vous l'avoir déjà dit, n'aurait accepté de faire cette œuvre-là de cette manière-là. Parce que l'essai sur satellite, cette première mondiale, c'est vraiment un très très gros risque. On le sait. Donc personne ne voulait le faire. Ils se sentaient donc obligés d'aller à l'aventure. « 24 heures avant le concert, lors de la répétition générale, la tension est à son comble. Il s'agit de synchroniser plus de 400 personnes réparties aux 4 coins de l'univers et il ne reste qu'1 heure pour faire les derniers essais. C'est la technique qui occupe tout le champ de la répétition. Les musiciens et les solistes doivent reprendre sans cesse les mêmes mesures pour parfaire la synchronisation. Après avoir obtenu, in extremis, 2 prolongations de temps satellite, on se quitte au bord du désastre en se demandant si demain, la technologie sera au rendez-vous de la musique. Il ne reste que 20 heures avant le début du concert. Malgré tout, l'organisation se met en place pour l'ultime tentative. Moscow, this is Montreal, the 4-wire circuit. Can you hear me on the 4-wire circuit? Genève, ici Claudine. Dans la salle qui se remplit, personne ne se doute de la minceur des chances de réussite. Et là, aujourd'hui, on a réuni par téléphone tout le monde, on a bien expliqué ce qu'on faisait et il faut que ça marche. Les choristes de l'OSM acceptent d'être en coulisses pour prendre la relève si cela est nécessaire.
ce n'est que 3/4 d'heure après le début du concert, lors du 4e mouvement, que l'instant de vérité va arriver. 3 très longs quarts d'heure. Au moment fatidique de l'entrée des chœurs, Françoise Legrand perd la communication audio qui la relie à Ewan Edwards. Elle n'entend pas le signal de départ. C'est le silence. 40 secondes de silence où elle est isolée de tous. Puis elle décide de se lancer dans le vide. Et c'est le miracle. Durant quelques mesures, c'est le chœur de l'OSM uniquement que le public entend. Pendant ce temps, dans la régie de télévision, on arrive à faire la synchronisation et on envoie dans la salle le son des chœurs de Moscou, Genève et San Francisco. 450 personnes chantent ensemble l'hymne à la joie. J'ai chanté plusieurs fois cette symphonie, toujours avec grande joie, mais comme ça, c'est pour la première fois. Pour moi, c'est une émotion vraiment extraordinaire. Yeah.